Reda, est-ce que tu acceptes ce sceptre qui symbolise les pleins pouvoirs pour la durée de l'émission? Écoute, j'accepte l'objet, mais j'accepte pas les pleins pouvoirs. Ah. Ouais, j'ai un problème avec le pouvoir, moi. Oh. Ouais. Vas-y, développe. Là, je prends l'objet par contre. Vas-y. Je le kiffe de ouf. Mais tu veux pas les pouvoirs? Bah, moi, je veux pas le pouvoir parce que je pense que je ferais un bon dictateur. Ok. Mais genre pas bon dans le sens gentil, Ouais. dans le sens performant. Ok. Ah, je serais ouf. Ouais. J'ai des idées. Ouais. Comme je sais que je ferais un bête de dictateur, du coup, donc j'ai l'impression d'être tous les jours en opposition avec le dictateur qui vient en moi. Hmm. Parce que moi, souvent, les gens ils me disent, est-ce que genre t'es pour la désobéissance, pour la transgression? Oui. Contre qui? Bah, les gens, des fois, ils te disent contre le pouvoir, contre Macron. Moi, je dis contre moi-même. Macron, il n'a aucun pouvoir sur moi. Hein. Il a le pouvoir sur lui-même et sur les gens qui lui donnent la légitimité. C'est quoi le dictateur que tu as en toi? Comment tu le... Bah, le dictateur, c'est celui qui pense avoir raison et les autres ont tort. Et c'est le dictateur qui pense que sa façon de voir les choses, c'est la meilleure. C'est celui qui juge les autres, celui qui fait des procès d'intention, celui qui prend pas le temps d'essayer de comprendre, celui qui pense que... Celui qui croit savoir. Ouais. Donc tu as une espèce de doute radical en toi pour lutter contre celui qui croit savoir? Ouais, donc je me lève tous les matins en me disant tu ne sais pas. Et quand quelqu'un fait quelque chose, si le premier jugement est genre en mode pourquoi il fait ça lui, bouffon, et ben le dictateur il dit bouffon. Et il y a l'opposition qui lui dit peut-être il a ses raisons, tu sais pas pourquoi il fait ça. Ok, donc tu refuses, t'as peur du dictateur en toi? Ouais, mais je peux le réveiller pour l'émission. Ok, tu veux le réveiller pour l'émission. Ok, très bien, très bien, très bien. T'as vu, j'ai déjà le rêve. Ça y est, c'est bon. Ça serait quoi du coup ta première mesure? Ma première mesure si je suis dictateur? Si t'as les pleins pouvoirs, hein, c'est toi qui as dit dictateur. T'as vu? T'as vu? Il y a 7 jours dans la semaine. Ok. Moi, je mettrais en place un système. C'est que on n'a pas le droit d'utiliser tous les sens en même temps. Tous les sens? Ouais, les sens, ouais. Ok. Ça veut dire que le lundi, t'as un seul sens. Ok. Genre l'écoute. Ok. Comme ça, on apprend à écouter. Ok. J'enlève les autres. Ok. Donc, on communique qu'avec de l'écoute. Tu te démerdes. Je sais que tu te démerdes. On doit communiquer avec. Deuxième sens, on enlève deuxième jour. On enlève l'écoute, on met que la vue. Ok. Quand on communique que comme ça. Ok. Donc jusqu'à vendredi, on aura fait qu'avec le goût. Si on a envie de communiquer, il faut qu'on se goûte, frère. Il faut qu'on se lèche. Ok. Ah, il va bien, ça va. Alhamdoulilah. Samedi, 6e jour, sens de l'humour. Ok. Communique qu'avec l'humour. Bah, tu vois, là, c'est des dictateurs humoristes là. Qu'avec de l'humour. Il n'y a pas une autre communication. Il n'y a pas que de la vanne. On communique en humour, sens de l'humour. Et dimanche, une fois par semaine, on a le droit d'utiliser tout en même temps. Ok. Et lundi, on recommence. Comment on va savourer dimanche? Oh là là, une fois que tu auras tout. Oh là, même l'humour, comment. Oh là là là, ça serait incroyable. Dimanche, il va devenir un jour, on va l'attendre avec impatience. J'aime bien le jour du goût. Le jour du goût, ouais. Ça veut dire les yeux bandés, des bouchons d'oreilles, juste. Mais on se touche pas aussi, tu vois, parce qu'il n'y a pas le toucher aussi, n'oublie Donc, pas. Il n'y a pas l'odorat. On se met des Que coups de du tête. goût. En plus, tu sais que le goût, il n'y a que 4 saveurs. C'est l'odorat qui complète. Oui. Tu vois, je crois qu'il y a sucré, salé, amer, acide. Et gras, je crois. Et gras, je sais pas. Ça, je sais pas, ouais. Il n'y a que 4. Donc, tu vois, et c'est sur la base de 4 possibilités, tu dois communiquer. Tu vois, je suis retourné dans mon quartier où j'ai grandi il n'y a pas longtemps. Il n'y avait personne qui jouait dehors, il n'y avait pas de gosses, tu vois. Et moi, j'adore ce moment-là où, tu vois, quand je retournais et je voyais des gosses, ils jouaient au ballon et je jouais avec eux. Et pour moi, c'était un peu une manière de... Tu sais, c'est un pèlerinage, c'est là où j'ai grandi. Je m'oublie le temps d'un instant. Et là, il n'y avait pas. Tu vois, et je parle avec des potes et tout. Ils me disent, ouais, tu comprendras quand tu auras des enfants. Et tout le monde parle de, ouais, l'époque, elle est difficile, on vole des enfants. Ok. Mais je pense qu'on a toujours volé des enfants. Je pense juste aujourd'hui, on est plus au courant. Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette angoisse, Ouais. permanence. Et je pense, je me suis fait la réflexion. Hein. Je me suis dit, est-ce que c'est pas lié aussi à ce monde capitaliste? On est tellement dans la possession, tu sais qu'on s'est oublié. Et on pense que même nos enfants nous appartiennent. Ouais. Tu vois? Et il faut que, tu vois, il faut
faut qu'ils aient une certaine éducation. Tu vois, moi j'ai des potes, leurs enfants n'ont pas le temps de s'ennuyer, n'ont pas un moment pour eux. Il fait de la natation, de la musique, du dessin. Après, il fait de l'anglais, il apprend le japonais. Ouais. Après, il doit se coucher à 20h précis. C'est quand son libre arbitre en fait? Ouais, et puis c'est quand l'ennui en fait. Bah ouais. L'ennui, c'est une fonction essentielle, je pense, de l'enfance. Tu as du temps avec toi-même, Bah ouais. avec ton imaginaire, avec. Toi, c'était où? Le quartier de ton enfance, c'est où? À Tlemcen, Ok. en Algérie, à l'ouest. À l'ouest d'Alger, du coup? À l'ouest d'Alger, même à l'ouest d'Oran. Ok. Ouais. T'as des souvenirs d'enfance qui t'accompagnent? Bah tu vois, par exemple, je te parle de ça, je passais énormément de temps dehors et j'explorais la ville, tu vois. Et moi, dans ma tête, la ville, c'était comme GTA. Tu vois, plus je découvrais un quartier, plus c'est bon que j'ai débloqué la map. Ah, c'était une map, ouais. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. C'était très agréable. Ce moment-là où tu découvres et tout, et t'es tout seul. J'ai passé beaucoup de temps tout seul. C'était très Quand t'avais. Ouais, 7-8. Après, maintenant que tu me parles, il y a un truc qui remonte là. Je me rends compte que quand j'ai dit 7-8 ans, j'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que finalement, j'ai pas eu cette chance parce que c'était avec ma grand-mère? Et, oui, elle te laisse. et les grands-parents, généralement, plus ont de liberté, ouais. ouais. Je sais pas. Faut que j'aille voir un psychanalyste pour analyser la chose. Peut-être il me dira. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es devenu humoriste? C'était à la même période, quand j'étais gamin. Je traînais aussi, il y avait un truc aussi où... Moi, je passais beaucoup de temps avec mon père dans les cafés. Ok. Tu sais, c'est un... Je te le dis avec du recul, je ne m'en rendais pas compte à l'époque parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Mais, donc, en Algérie, tu as des cafés pour les hommes. Tu vois, mais... Et donc, mon père allait souvent là-bas avec des potes à lui. Ouais. Et c'était son moment à lui, en fait. Tu vois, c'est son moment où c'est limite, il devient peut-être adolescent. Il n'a plus à gérer la famille, il n'a plus à gérer... il y a plein de trucs. En plus, c'était durant la guerre civile en Algérie. Donc, ça veut dire qu'il y avait un vrai besoin de se réunir, de se taper des barres. Et moi, j'allais avec mon père dans ces endroits-là. Et tu vois, c'est des endroits où tu es posé. Tu sais, je me souviendrai toute ma vie, j'ai une image en tête. Tu sais, je suis gamin, je suis sur la chaise. Eux, tu vois, ils sont grands. En plus, quand tu es petit, tu as l'impression qu'ils sont grands. C'est des géants. Ouais. Et j'avais ma tête à ce niveau-là. Mon père, il fumait beaucoup à l'époque. Et tu sais, j'étais au niveau de son paquet de gauloises. Il fumait, tu sais, le paquet bleu, là, les blondes, là. Et il se racontait des blagues, il se racontait des trucs. Et je comprenais pas tout. Mais il y avait des délires que je comprenais. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que, encore une fois, je te le dis aujourd'hui, c'est l'interprétation que j'en fais. J'aimais, quand on était en famille, de prendre ces blagues-là et de les raconter quand on était avec toute la famille. Donc ça veut dire quand il y avait les femmes. Et j'avais l'impression de prendre des choses qui viennent du monde des hommes et l'emmener vers le monde des femmes. Et je trouvais ça incroyable. Tu vois, genre limite, même des fois je commence à raconter la blague, il me regarde mon père en mode « Qu'est-ce qu'il fait, putain ?» Et je balance le truc. Et mon but c'était, je te dis la vérité, mon but c'était que ma grand-mère rigole. Parce que la grand-mère c'est le symbole de la pudeur. Et si ma grand-mère rigole, et mon objectif c'était que ma grand-mère se lève et qu'elle se tienne l'entrejambe et qu'elle aille aux toilettes. Frère, c'était mon objectif. Pour moi, si j'avais réussi ça, c'est bon. Et en fait, et c'est mon premier rapport avec l'humour. Et après, petit à petit, j'aimais pas comment ils racontaient les mecs. Je trouvais pas ça ouf. Et en fait, si tu veux, comme ils se testaient les blagues contre eux, et moi, j'avais la possibilité de voir les blagues à la fois dans le monde des hommes et à la fois dans le monde des femmes, ça veut dire que j'avais une nouvelle dimension de la blague. Donc c'est comme si, tu vois, tu testes ta blague dans plusieurs comédie clubs différents. Bien sûr, Et ben, du coup, j'ai commencé à travailler le jeu de la blague. Je me dis, vas-y. Et du coup, quand j'entendais la blague, à travers cette expérience, et ben, quand je la testais des fois dans le monde des femmes, ça passait pas. Quand je te dis les femmes, c'est le monde où tout est mélangé. Il y a les hommes aussi. Mais les hommes seuls et les femmes seules, c'est deux mondes. Et après, tu as le troisième. J'ai jamais eu accès au monde que des femmes. Voilà. Ah oui. Par définition. Par définition, c'est le hammam, des trucs comme ça. Ou même d'autres trucs que je connais pas, je peux pas te dire. Et en fait, j'ai commencé comme ça, à travailler les blagues. Des blagues du patrimoine. Et puis, j'aimais pas les chutes.
Moi, j'ai commencé par écrire des chutes. Putain, la blague, elle est bien amenée, Ouais. mais la chute, oh, qu'est-ce qu'il Ouais. nous fait là? Et jusqu'à vers l'âge de 16-17 ans, c'est là où j'ai commencé à écrire mes propres blagues. Ok. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'avais 17 ans. Tu sais, moi, j'ai jamais assisté à un spectacle d'humour de ma vie hein, avant d'arriver en France. Ok. Je pensais même pas qu'on pouvait être payé pour ça. Ok. Pour moi, c'était un truc, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quelque chose d'important pour moi, l'humour. C'est pour ça que je l'ai mis samedi. Et quand j'ai découvert comment ça se passait en France, je me suis dit, non, mais attends, c'est un métier ici? Ouais. Et ben, je vais me lancer. Et c'est comme ça. T'as découvert en arrivant ici que ça pouvait être un métier? Chose qui ne pouvait pas être envisageable. Ouais. Comment tu l'as découvert? Tu te souviens le Je l'ai déclic de découvert- genre, il y a moyen? Parce que je suis allé. Le premier spectacle que j'ai vu, ça devait être ici, je crois Anthony Joubert. Je l'ai vu éclater la salle. Ouais. C'était à l'Apollo, ça s'appelait le Temple à l'époque. Ok. Et je vois les gens se marrent et tout. Et je me dis, ah ouais, ok. Il y a autre chose. Il vit de ça. Après, tu Ouais. découvres le mot intermittence. Ouais. Au début, C'est un peu j'entendais une révolution. intermittent. Je me dis, Ouais. mais qu'est-ce qui c'est, genre Ouais. travailler un jour sur deux. Et après, on me dit, non, on m'explique le concept, comment ça marche. En France, on encourage la création. Il y a toujours une période de gestation et tout. Je fais, waouh. Ouais. Mais attends, mais. En fait, tu sais, c'est comme si. Genre, il y a quelque chose que toi, tu fais depuis toute ta vie naturellement. Ouais. Et il y a juste un pays qui est juste dans le trottoir d'en face, Ouais. qui a décidé d'en faire un business avec un statut spécial, Ouais. et c'est organisé et tout. Ouais. Et t'as basculé, il y a quoi? Il y a... J'ai fait des études de maths à Paris quand je suis arrivé. Ouais. Et quand j'ai découvert un peu le milieu aussi, bon, j'ai découvert que c'était un milieu, comment dire, financièrement qui était dur. Mm. C'est vrai qu'il y a tout un système, mais bon, Ouais, ouais. faut bosser, faut Ouais. bosser. Et aussi, comment te dire, la première scène que j'ai faite, tu vois, moi j'ai appris les blagues dans le monde des hommes Ouais. en Algérie, que j'ai testé dans le monde des femmes, puis enfin dans le monde pas des femmes mais de la famille si Ouais. tu veux. Donc ça veut dire que j'ai goûté à ce truc, j'ai goûté à l'altérité si tu veux. Et pour moi c'est bon, c'était fini. Mais la première fois que j'ai joué en France, bah déjà je pensais que je parlais français, mais c'est juste je parlais français. J'avais pas les codes, rien. Ok. J'ai pris un beat, frère. Surtout que tu sais, j'ai écrit un truc, j'ai testé avec des potes. Avec la famille, il me dit, mec, c'est bon. Ouais, c'est... Gad, il peut prendre sa retraite. C'est le fille. C'est plié, ça y est, arrêtez tout. Ouais, Ouais. ouais. Et il y a eu un silence. Et frère, il y a eu tellement un silence, à un moment donné, il y a un mec, il a fait atchoum, j'étais content d'avoir une réaction, je lui ai dit merci. J'adore. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Je connais pas ce pays en fait. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 1 an à apprendre la langue de l'humour en France. Ok. Et en fait, je suis revenu 1 an plus tard au même endroit, Ok. avec le même texte Ok. que j'ai travaillé Oh. avec la nouvelle langue que D'accord. j'apprenais. Et je me rappelle, les gens ils m'ont vu, mais t'es sûr? Parce que c'était monumental comme beat, Ouais. hein. Mais quand je te dis monumental, vraiment, c'est comme si j'ai joué devant 300 Japonais Ouais. qui ne comprennent rien à ce que je dis. Je pense que même les gens, ils n'ont pas dit il est pas marrant. Ils ont dit, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, Ah, c'est quelle quoi? langue? De quoi ils parlent? Ouais. Et là, ça a tout tué. C'était incroyable. Ah ouais. Et là, je me suis dit, déjà, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ça va, j'ai T'as pas eu perdu le mojo. Ouais. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait, tu vois, c'est comme si j'ai fait un step, monde des hommes, monde des femmes. Et là, waouh, le monde de l'altérité, quoi. Ouais. Une autre culture, une Ouais. autre langue, un autre tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je travaillais et je jouais en même temps. Je menais un peu une double vie. Ouais. Et dès que j'avais assez d'argent de côté et je savais que je pouvais, c'est bon, me lancer complètement bas. Du coup, j'ai tout quitté. Ton premier spectacle, c'est Lettre à France? Ouais. Je vais te dire l'intention du spectacle, comment Ouais. c'est venu. Moi, quand j'ai fait mes études à Paris, dès que j'ai fini mes études, j'ai failli me faire expulser. Ok. Parce qu'en fait, c'était un problème de calendrier, si tu veux. Mon titre de séjour, en fait, il se terminait trop rapidement par rapport au moment où je pouvais récupérer mon diplôme pour signer mon CDI. D'accord. Et du coup, il y avait un trou d'air au milieu. Mm. Et à la préfecture, on m'a dit, on peut rien faire. Donc et moi, je leur ai dit, mais
je pouvais me rallonger le visa, juste le temps que je récupère mon diplôme, je signe mon CDI. On m'a dit non, t'as fini tes études, tu te casses, quoi. On m'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça le message. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même un sacré pays, quoi. En fait, moi, j'ai étudié gratuitement, avec les impôts des Français. Ils m'ont formé, et ils veulent même pas profiter. Et c'est là où je me suis dit, mais ils sont chelous, ces gens. Et c'est là où j'ai écrit Lettre à France. D'accord. Et moi, tu vois, genre, j'étais bien en France. Soit j'étais bien, je suis venu, j'ai fait des études, tranquille. Comme je t'ai dit, c'était une période où j'avais déjà fait cette scène, parce que c'était quand j'étais étudiant. Cette scène qui, tu sais, ça te met face à toi-même, t'apprends à te connaître, l'altérité, t'apprends qui tu es. Et tu vois, je me dis, mais attends, mais ils sont chelous. Ils sont fous, Qu'est-ce qui leur arrive? C'est les gens, ils ont fait le statut d'intermittent. C'est eux. C'est les mêmes qui. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et du coup, le message, c'est pas un message, c'est une question, quoi. Qu'est-ce qui vous arrive, les frères? Oh, la France, wesh. Non, mais c'est. Tu sais, enfin, je veux dire. Je vais aller encore plus loin. Tu sais, l'Algérie, c'est un pays très opaque. Moi, je suis algérien, j'ai grandi en Algérie. L'Algérie, c'est un pays, on va dire, de par son histoire, le trauma colonial, c'est un pays qui a beaucoup... Enfin, on a beaucoup de mal à s'ouvrir. Moi, je te fais dire, on a beaucoup de mal à s'ouvrir. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de tourisme et tous les gens disent qu'il n'y a pas de tourisme. Mais moi, je pense, sincèrement, que c'est lié à beaucoup de trauma. La dernière fois... Enfin, sur les 2000 dernières années, à chaque fois qu'il y a un étranger, il vient, ça se finit mal. Donc, on se détend là. On ferme un peu la porte. Petit à petit, on va vous accueillir, mais pas tout de suite. Il faut laisser le temps au trauma pour qu'il parte, quoi. Mais par contre, le fait de s'enfermer sur soi, ça donne un... Comment te dire? C'est dur, tu vois. Moi, le fait d'être parti, j'ai appris des choses, j'ai exploré le monde. Et tu vois, et quand j'arrive dans une ville comme Paris, où le monde entier vient, j'ai compris c'était quoi la nécessité de s'ouvrir à l'autre. Quand j'ai bidé et j'ai commencé à m'intéresser à la culture française pour améliorer mon sens de l'humour, j'ai compris la nécessité, en fait, cette confrontation. En fait, c'est de la confrontation que va naître quelque chose, tu vois. Et ce pays a été fait comme ça. Paris, si elle est comme ça, c'est parce que c'est la rencontre, tu vois. C'est un jaillissement de plein de choses. C'est comme le soleil, frère. C'est de la fusion que vont exister les choses. Et c'est ce qui fait la beauté du truc. J'ai fait des études de maths, moi, donc je parle un peu comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'en France, ça a commencé, on est dans la fission, quoi. Oh, loi immigration. Les gars, si on est arrivé à ce point-là de la France, grande puissance et tout, c'est justement, c'est tu vois, c'est ce mélange-là. Pourquoi les Américains, ils sont au-dessus de tout? Et là, je sais pas. Et tu sais que des fois, je me dis, si la France se renferme sur elle-même, elle va converger vers l'Algérie que j'ai quittée. Et je te jure, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc ça veut dire, les Français, si vous voulez loi immigration, vous voulez on va aller en Algérie. Je te jure. En plus, je comprends pas pourquoi les Français... Ils veulent, parce que l'Algérie, au moins, c'est justifié. Il y a un trauma colonial. C'est quoi le trauma de la France? Sans doute le même, mais de l'autre point de vue. Genre les Arabes. Non, genre c'est le trauma colonial, mais du point de vue de l'oppresseur. Mais qui reste un truc, c'est intéressant ça. Une espèce de mauvaise conscience. Et pourquoi ils ne le présentent pas comme ça? Si les gars ils disent on a fait beaucoup de bêtises dans notre passé, on a besoin de se retrouver entre nous pour régler les problèmes, et une fois on aura réglé les problèmes de nous-mêmes, là on va vous accueillir de nouveau. Ça serait génial. Mais là c'est pas ce que disent les Français. Les Français, aucune remise en question. C'est vous le problème. Non, mais je pense tu vois, tu parlais des traumas nationaux. Il y a des traumas conscients, il y a des traumas inconscients aussi. Et dans les traumas inconscients, je pense qu'il y a aussi quand tu sais que tu as fait de la merde et que tu n'as jamais demandé pardon. C'est un vrai. C'est intéressant là. Attends, je me rétracte. Ça se dit pas, mais je me redresse. Attends. C'est un vrai truc aussi. Tu penses que, en gros, tout ce qui est. La France se referme sur elle-même parce que c'est un bourreau qui a du mal à demander pardon. Qui n'a pas demandé pardon. Enfin, que le pardon a été demandé en vrai. Oui, donc oui, mais pourquoi ils ne demandent pas juste pardon? Parce que pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un suffisamment bon pour créer ce discours-là. Tu vois?
Tu regardes tous les chefs d'État les uns après les autres, après ils récupèrent aussi un truc, tu fais oh putain, c'est compliqué à gérer ce bordel. Ouah, ok. C'est chaud, tu vois, dès que tu tentes de faire un petit truc, il y a des levées de boucliers dans tous les sens, des gens qui disent non, on peut pas, on va pas, au contraire, on va dire influence positive, truc, on va le mettre dans la loi carrément, tu vois, c'est des trucs, c'est incroyable, tu vois. Mais parce que, je pense, moi, il y a la mauvaise conscience, tu vois. Enfin, il n'y a pas eu un homme politique qui a fait un truc mémorable dont on peut se souvenir. Tu vois, un Martin Luther King blanc français au pouvoir qui dit voilà notre passé, voilà ce qu'on en pense aujourd'hui, voilà ce qu'on a compris et voilà la voie de l'avenir, tu vois. Il n'y a personne qui a fait un truc mémorable comme ça, de cette magnitude-là. Et je pense, du coup, on vit toujours dans les soubresauts de ça. Ah ouais. Tu vois, les soubresauts. Ouais. Les répliques sismiques, tu vois. Okay. De ça un petit peu, tu vois. Vu que t'aimes bien les images scientifiques. Donc voilà comment j'ai commencé l'humour Okay. Et voilà le message de Lettres à France. Pourquoi tu t'es resté humoriste? Je pense que je suis né humoriste. Mmh. Tu vois, dans le sens où, comme je t'ai dit, ça a commencé très jeune. Ce truc de... Tu vois, tu as dit un truc très intéressant, c'est avoir un regard sur le monde. Mmh. Je pense qu'on a tous un regard. Et après, on choisit des chemins pour essayer de l'exploiter. Tu vois, peut-être il y a des gens qui vont l'exploiter dans la musique, il y a des gens qui vont l'exploiter dans la finance, il y a plein de gens, enfin chacun va l'exploiter dans quelque chose. Et moi, alors je l'exploite pour l'humour. Je vais te dire, la première raison, c'est que, je t'ai dit, moi je suis né dans un pays qui était en guerre. D'ailleurs, j'en parle dans le spectacle. Ironie de l'histoire. Ouais. Où, tu vois, par exemple, moi, mes parents, ils sont jamais d'embrouille à la maison. Tu vois. Il y avait tellement de violence à l'extérieur qu'il était hors de question qu'il y ait des trucs à l'intérieur. Et du coup, donc, il y avait comme une règle un peu tacite de si tu as de la colère, tu l'exprimes avec humour. Tu vois. Il y a une phrase que j'ai écrite, que je dis dans le spectacle, je dis je ne fais pas l'humour pour le plaisir. Enfin, j'ai pas appris l'humour pour le plaisir, mais de l'humour pour éviter le pire. Tu vois, dans le sens où, tu vois, colère, blague. Sors ça comme une vanne. Et je pense que, je sais pas, je te le dis ça comme ça, je parle comme je pense. Peut-être aussi que, tu vois, c'est marrant, je t'ai dit, il y a un dictateur qui est en moi. Je suis né dans un pays qui a été traumatisé par plein de choses. Et je pense que j'ai récupéré tous ces traumas de ma famille, mes parents, tout ça. Et du coup, donc, tu sais, quand tu es traumatisé, tu peux faire des conneries. Et ben peut-être que je fais des blagues pour éviter le pire, pour éviter le dictateur. Tu vois, pendant longtemps, je pensais que je faisais partie de l'Algérie. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'Algérie qui fait partie de moi. Ok. Ça me parle, mais pas complètement. Ok. Quelles histoires ou quel point de vue ou même quelle œuvre artistique, plein pouvoir, tu dis, tu sais quoi, c'est au programme. Vous le lisez peut-être quand vous voulez, mais à un moment ou à un autre, il faudra lire ça. Moi, j'ai un gros problème avec l'histoire avec un H majuscule. Parce que je trouve qu'elle ne laisse pas la place aux histoires avec un H minuscule. Et déjà, je commencerai par ça. Okay. Moi, je pense que les premiers cours d'histoire, je ne veux pas raconter l'histoire. Le premier cours d'histoire, c'est que chacun raconte son histoire. Okay. Bah oui, frère. Son histoire familiale, son histoire... frère. Ouais. Parce que la grande histoire, c'est juste la convergence de toutes les histoires. Et en vrai, c'est quoi la grande histoire? C'est quoi? Mais par contre, les petites histoires, au pluriel, serait intéressant. Et tu vois, on revient encore à ce truc où je te dis dans l'échange, dans la fusion. Tu vois, je te raconte mon histoire, tu me racontes ton histoire. Et ben en fait, ça fait une grande histoire dans laquelle on s'inscrit tous les deux. Et il n'y aura plus de problème. On n'est pas dans les livres d'histoire. C'est bon, on a raconté toute ton histoire, ta gueule. Et tu vois, et aujourd'hui, je te dis, on est dans ce truc de séparation, de fission, de non, on inscrit ça, non, on inscrit ça. Non, frère, toutes les histoires, comme l'autre, il a dit quoi? Toutes les civilisations ne se valent pas, je sais pas ce qu'il a dit. Qui ça? Guéant, moi, je sais pas ce qu'il a dit. Un mec de droite. Ça, c'est fou, tu vois. Alors, pour moi, ton histoire à toi vaut autant que l'histoire de Jeanne d'Arc. Pareil. Et c'est juste que peut-être il y a moins de suspense dans la tienne. C'est normal, mec, tu vis dans un appart hyper confort. Tu te lèves pas le matin en mode peut-être il n'y a pas d'eau courante. Non, ça, non. Il n'y a pas de suspense. De toute façon, je me lève pas le matin. Tu te lèves. Mais pour moi, ton histoire mérite d'être racontée bien sûr. Et d'être connue. Et tu vois, c'est ce que je fais aussi à travers mon podcast. Moi, je le dis souvent,
je dis il y a 45 millions d'Algériens, j'aimerais bien faire 45 millions de podcasts, mais parce que le podcast aujourd'hui, je le fais dans un contexte algérien, peut-être qu'il va grandir lui aussi, comme moi, à l'âge de 17 ans, il va décider de partir je sais pas où, et ben je ferai 70 millions de podcasts avec des Français. Pour moi, tout le monde mérite d'être écouté, tout le monde mérite de raconter son histoire. Moi, ça me rend triste quand il y a des débats sur qu'est-ce qui mérite d'être raconté. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que ton podcast, tu interviews des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont une histoire à raconter, et ça fait des discussions. Ouais, une histoire en fait. Une histoire à raconter, c'est déjà un pléonasme. Une histoire. Ils ont une histoire, ouais. Bah ouais. Et en fait, et on revient à ce que je t'ai dit, le dictateur qui vit en moi, c'est quelqu'un qui croit savoir. Et pour moi, décider qu'est-ce que la grande histoire avec un H majuscule, c'est croire savoir qu'est-ce que les autres doivent savoir, ce que le peuple doit savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, frère, pourquoi? Tu vois, ça, c'est de la dictature. Ça, c'est de la prétention. Est-ce qu'il y a du coup des petites histoires que t'aimes bien? Tu vois, je t'ai parlé de ma grand-mère. Mes deux grand-mères, en vrai, c'est des gens que j'apprécie énormément. Parce qu'elles sont complètement différentes. Ok. Et j'ai appris des choses de chacune d'elles. Il y en a une qui est encore en vie. Ok. C'est beaucoup de... Tu sais ce que... En plus, tu sais, les deux, elles ne sont pas allées à l'école. Elles ne savent ni lire ni écrire. Ok. Et tu sais, c'est l'enseignement par... Regarde, fais comme je fais. Ok. Tu sais, ma grand-mère, quand elle t'apprend une recette, elle te dit fais comme moi. Tu dis, tu vois, par exemple, elle te fait, tu prends la farine et tu mets comme ça. Tu dis, mais j'en mets combien? Tu fais comme moi. Tu vois, il y a quelque chose d'organique. Et tu vois, ma grand-mère, je me rappelle un jour, elle m'a vu sur mon téléphone, elle m'a dit, il y a combien de recettes sur ce téléphone? Je dis, des milliards. Elle m'a dit, t'en sais faire combien? Je suis, pas toutes. Elle m'a dit, non, mais sans voir, juste à l'instant. Je suis, putain, peut-être 3 ou 4. Elle m'a fait, moi, j'ai mon cerveau, j'ai 200 recettes, pas plus. Mais je sais toutes les faire et je les maîtrise. Et là, je fais, tu sais, la claque. Et tu vois, c'est des invitations à revoir peut-être sa façon de travailler. Moi, je suis dans l'humour. Tu vois, quand j'entends les gens parler beaucoup de technique, la prémisse, la chute, je sais pas moi, l'angle. Et puis il y a ta grand-mère qui arrive et qui te dit fais comme ça. Et là tu te dis ok, est-ce que je mets de l'organique dans dans mon travail, enfin en tout cas dans ma mission si tu veux, je sais pas, dans ce que je dois faire. Du coup ouais, ma grand-mère c'est une histoire qui mérite d'être racontée et c'est des fois je me dis ouais j'ai l'envie de faire un film sur ma grand-mère ou peut-être d'écrire un truc sur elle. Mais je parle déjà d'elle dans le spectacle, hein. Je veux dire, mais c'est juste un petit clin d'œil. Mais ouais, elle, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Voilà, je vais la voir là, je la vois souvent là, j'essaye d'aller la voir souvent. 86 ans. Hein. Les vieux, j'aime les vieux. J'aime les vieux, tu vois, c'est des vraies histoires. Tu vois, il y a toujours quelque chose, il y a un cheminement. Mais en vrai, tu sais, les meilleures histoires, je les ai rencontrées quand je me suis laissé surprendre. L'année dernière, ou je crois l'année d'avant, je suis à Avignon. Il y avait un gars qui était en train de fumer comme ça, un joint. Je sais pas pourquoi on discute. Il me dit une phrase comme ça, que j'ai notée. Il m'a dit, tu sais, il y a des gens qui fument pour oublier le monde. Moi, je fume pour m'en rappeler. Je suis, wow, frère. Et on discute et il avait une vraie réflexion, tu vois, qui m'a beaucoup touché. Tu vois, il m'a appris un truc, tu vois, peut-être que si on veut aller loin, peut-être j'aime les histoires qui t'apprennent quelque chose, mais pas qui t'apprennent, tu vois, qui t'apprennent quelque chose d'utile, quelque chose qui te sera utile, tu vois. Tu vois, je sais pas, ma grand-mère, elle m'a appris, tu vois, ce truc organique, quoi. Ça me rappelle, c'était en 2014, j'étais aux Philippines, je voyageais tout seul aux Philippines et j'avais dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire un voyage sans guide, sans rien. On va voir où ça va m'amener, tu vois. Et souvent dans des endroits vraiment pas ouf, dans des endroits vraiment des galères, tu fais, bah, c'est normal qu'il n'y ait personne ici, il n'y a rien du tout et tout. Et à un moment, je prends un bateau, j'ai 6 heures de bateau sur une barque pour aller d'une île à une autre, mais vraiment une petite barque quoi, avec 4 personnes dessus. Et il y avait un Italien qui vivait à Bali, qui faisait genre des poteries ou je sais pas, enfin il faisait un truc vraiment, ça avait rien à voir avec moi. Il me disait, mais toi tu fais quoi dans la vie? Je disais, bah je suis consultant. Il me fait, mais c'est quoi en fait? Et tu sais, j'essaie de lui expliquer c'est quoi consultant, mais tu sais, il me regardait genre. Et il me disait, mais pourquoi tu fais ça?
Et en fait, tu sais, j'étais là, bah, je fais ça. Non, non, pourquoi toi tu fais ça? Je dis pas pourquoi ça existe, mais toi, pourquoi tu fais ça au fond de toi? Pourquoi? Et en fait, j'étais là, genre, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Et ça m'avait vraiment marqué. Bon, le gars, après, il me dit, tu veux du LSD? J'étais genre, non, on est sur un bateau, gars. Et il était là, genre, ouais, t'as raison, parce que là, l'eau, je la vois vraiment chelou et tout. Ça m'avait interpellé, ouais, ce truc. Bon, après, j'ai mis 6 ans avant de changer de voie, tu vois, mais. Ouais, c'est les petites histoires qui te guident un peu. Ouais. Donc voilà, on essaie de mettre ça en place la semaine prochaine. Ouais. On commence par des petites histoires. Tiens, si tu devais ouvrir un nouveau musée, ça serait quoi? Très très bonne question. Je ferais autre chose. Je prendrais tout l'argent. Tout l'argent. Mais quand je te dis tout l'argent et toute l'énergie, et tout le marketing et toute la réflexion, tout ce qui est mis dans les musées, les œuvres d'art, nanana, et je mettrais tout cet argent dans les EHPAD. Tu vois, je t'ai parlé de ma grand-mère, c'est une richesse. Tu vois, j'ai envie d'aller à l'EHPAD, tu vois, comme quand je vais au Louvre. Ouais. Je veux qu'ils aient la même thune. Ouais. Pareil, c'est un passé vivant. Ouais. Ouais, genre, t'as vu comment j'en parle avec passion? Ouais. Ça me révolte. Franchement, le Louvre, on le transforme en EHPAD. Tu vois, et t'arrives et tu rencontres des vieux qui te racontent leur histoire, ce qu'ils ont fait, et t'écoutes, et t'apprends. Et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si demain il n'y a plus de la Joconde? Tu sais quoi? S'il y a une réplique, allez, c'est quoi le problème? Frère, avec l'intelligence artificielle, je peux t'en faire une en HD, c'est encore mieux que l'original. Par contre, ma grand-mère, c'est pas possible. Il n'y en a qu'une seule. Tu sais quoi? Voilà, on va transformer le Louvre et tous les musées en EHPAD. T'imagines, tu rentres dans la chambre de ton grand-père, il y a la Joconde. Il y a la Joconde, ouais. Franchement, il mérite, après tant d'années. Tu vois, il est arrivé jusqu'à la retraite. Je veux dire, quand même, c'est un exploit. Mon grand-père, il a 88, il est encore en vie. C'est un exploit quand même. Il a tenu 88 ans, t'imagines. Je pense que ça pourrait être un vrai truc, quoi. T'imagines, plus besoin d'assurance vie, tu vois. Tac. Pour moi, tu prends ta retraite, tu vas dans un musée et t'es là. Les gens, ils viennent apprendre, les nouvelles générations. Tu vois, ils écoutent des histoires. Ça serait dingue. En Algérie, tes grands-mères en tout cas, elles te racontaient beaucoup leur histoire. Parce qu'en France, il y a un truc un peu, tu sais, le passé, nanana, on raconte pas tant que ça. Est-ce qu'il y a un truc un peu plus, je sais pas si c'est culturel ou quoi, mais. Je sais pas, je saurais pas te dire, mais moi je creuse, moi je suis très curieux. Des questions, ouais, je pose des questions. Raconte-moi, je sais pas, ton premier crush. Comment t'as rencontré papy. Raconte-moi, je sais pas, moi, qu'est-ce que t'as aimé chez lui. Ou des trucs, tu vois, genre, je sais pas, moi quand j'étais petit, j'ai toujours appris le 5 juillet 1962, l'Algérie a eu son indépendance. Ok. C'est un événement incroyable. Mes frères, ma grand-mère, le jour où je lui dis « T'étais où ?» Le 5 juillet 1962, c'est beaucoup plus passionnant que ce qu'on t'apprend à l'école. Ouais, De Gaulle, il a... Là, comme ça. T'imagines, tu sais où était ta grand-mère tel jour. Mais même toi, si tu racontes, si les gens ils veulent revoir France 98, ils ont qu'à aller sur Internet. Mais par contre, toi, t'étais où ce jour-là? Toi, t'étais où? L'autre, le voisin, il était où? Et tu vois, ah ouais, toi, t'étais là. Nous, t'as vu quand on se raconte, ah ouais, mais nous, on a fait ça. Mais non! Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est incroyable. Toi, t'étais où? 12 juillet 98. J'étais en Algérie. On était en couvre-feu, je crois. Tu sais quoi, je crois que je me souviens même ce qu'on était en train de manger. Tu connais Karentika? C'est la galette de pois chiches. Ok, ouais. Tu vois, on mange avec du cumin et des trucs, on mangeait ça, je me rappelle, avec les parents. Et on était en train de regarder le match sur une vieille télé. Tu sais, les télés où il n'y avait que 8 chaînes. Tu sais, quand tu appuies comme ça, à la main, et quand tu fais une autre chaîne, il y a l'autre bouton qui les vraies vieilles télé. Vraie vieille télé, ouais. Et on regardait ce match. Et je sais même plus si à l'époque j'avais la notion de supporter quelle équipe. France 98, ça a été quelque chose de. C'était un match de Ligue 1. Ça, ils ont gagné point à la ligne. Mais par contre, celle de 2000, celle-là, ouais. Celle-là. De quoi, l'Euro?
Ouais, l'Euro 2000, celle-là, ouais. Celle-là, j'ai regardé le match avec ferveur. Je me souviens, parce que le truc, c'est que dès que Zidane est devenu connu, c'est là où on a appris qu'il était algérien, etc. etc. Et du coup, il y a eu un attachement. Ouais, moi, par exemple, j'ai un oncle qui est décédé, d'ailleurs, paix à son âme. Il a arrêté de regarder le foot en 2006. Il a pris sa retraite avec Zidane. Ah ouais. J'ai pareil avec je pense que quand Rafael Nadal va prendre sa retraite, je pense que je vais arrêter le tennis. Ah ouais? Ouais, j'arrête. Ça m'intéresse plus. J'ai vécu trop de trucs trop forts. J'ai vécu, tu sais, je me suis réveillé à 6h du mat pour regarder des matchs en streaming, la finale de l'Australian Open 2009 contre Federer 5-7. Ah ouais, c'est vrai. En streaming. 2012 contre Djokovic, le match il a duré 6 heures. Ouais. Pourquoi c'est resté le français en Algérie? C'est resté un peu, pas chez tout le monde, peut-être un peu plus chez l'élite, j'imagine, que machin. Pourquoi c'est resté? Bah déjà, bon, on a une phrase, nous, c'est Kateb Yassine, il disait ça, il disait le français est un butin de guerre. Ouais. C'est resté, je saurais pas te dire pourquoi, mais je pense que pour des raisons fonctionnelles, que les manuels des trains étaient en français. Ouais, ce genre de truc, ouais. Les autoroutes, si on brûle les tout, hôpitaux. Si on brûle tout, ah putain, il n'y a plus de train en fait. Ouais, et surtout que la langue algérienne, donc vraiment, c'est pas une langue qui est écrite, ça n'a pas de règles et tout. Donc ça veut dire que ça devait être un peu galère à l'époque. Et surtout que, tu vois, par exemple, mon grand-père, à l'école, il apprenait en français, hein, on lui disait tes ancêtres les Gaulois. Hein. Donc ça veut dire que même peut-être en termes de réflexion et tout, il y avait pas mal de choses qui étaient faites en français. Mais là, c'est en train de changer. Là, il y a quasiment bientôt plus personne qui parle français. Là, ça parle arabe et on est en train de se tourner vers l'anglais. Ouais. Après, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que pour moi, plus tu apprends des langues, plus c'est bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un verset, je sais pas, où il y a un hadith du prophète, je sais pas, qui dit un truc du genre quand tu connais la langue d'un peuple, tu te prémunis de leur mal. Voilà. Et je me dis, ouais, faut apprendre le français, on sait jamais, ils reviennent. Est-ce que tu as une mesure phare, une mesure emblématique? Non, je crois que je t'ai tout dit, hein. Je t'ai parlé de cette histoire de 7 jours là. Ouais. Il faudrait trouver une synthèse à tout ça. Ouais. Parce que ça peut pas rester éternellement comme ça, cette histoire de sens. Quel est le moment où on arrêtera? Ça, c'est quelque chose qui serait à définir. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien être connu pour cette mesure-là. Tu vois, la mesure de enfin, c'est tous les jours dimanche. D'ailleurs, il n'y aura plus de jours de la semaine. Moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi. C'est qu'est-ce qui est essentiel. Vraiment. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est quoi c'est quoi les besoins et c'est quoi les envies. Et tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on vit dans un monde où nos envies elles sont allées un peu trop loin. Tu sais, moi je connais des gens qui ont fait 3 fois le tour du monde, alors que normalement, hein, genre naturellement parlant, hein, genre par rapport à toi, comment tu marches et tout, le tour du monde c'est une vie. Hein. Regarde, on est sur un canapé là comme ça. Est-ce que c'est essentiel ça? Comment on est arrivé au point où tu te lèves le matin, tu penses à ce que tu vas manger le soir, pas que tu vas chasser ou je sais pas, tu vas. Ah, tout ça quoi. Ouais. Tu vois, genre je suis allé là ce midi, j'ai mangé des tomates cerises. C'était dans une boîte en carton, genre bien imprimé et tout, et sur laquelle il y avait marqué tomates cerises. Je sais. Pourquoi tu as dû imprimer? Ok, mets le carton pour avoir les doses. Mais pourquoi tu mets? Pourquoi? Tu vois, c'est comme t'achètes du lait. Monoprix, ils font des blagues sur le. Ne me vole pas mon travail déjà. Chacun son taf. Et tu vois, c'est de l'énergie. Tu vois, c'est de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs, tu vois. Bien sûr, ouais. Moi, je t'en parle vraiment purement d'une question philosophique. Ouais, vraiment. Moi, j'aimerais bien les gens. Pourquoi? Tu vois, je sais pas, on va prendre un riche qui se déplace en jet privé. Il pourrait faire le vol avec tout le monde. Hein. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin d'être dans ton jet? Tu vois, et tu vois, et je pense que tu sais quoi, on arrêtera la mesure le jour où tout sera justifié. Je pense que ça n'arrivera jamais, c'est complètement utopique, mais bon, on préfère y croire. Ou
tu vois, c'est justifié. Tu vois, tu sais, des fois, on fait des trucs comme ça. Je sais pas pour. Enfin, moi, il y a plein de trucs quotidiennement que je fais. C'est pas du tout justifié. Et des fois, quand j'essaye d'être dans ce mood-là, je me bats. Hein. Tu vois, par exemple, j'ai 2 pantalons. J'en ai que 2. Un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Là, c'est celui de. Alors, justement, très bonne remarque. Il n'y a pas longtemps, ma mère m'engueule. Okay. Elle me dit achète des pantalons. Okay. C'est qu'elle m'a engueulé. Et elle m'a dit, regarde ce qu'elle me dit. Elle me dit en plus, ce pantalon, donne-le à Emmaüs. Mais je lui dis, mais pourquoi? Elle m'a dit pour que quelqu'un d'autre le porte. Je dis, mais si quelqu'un d'autre peut le porter, pourquoi pas moi, c'est quelqu'un d'autre? C'est ça, ouais. Parce que ma mère, dans sa tête, peut-être, elle se croit supérieure à des gens. Je sais pas. Maybe. Je sais pas. Je fais un procès d'intention encore une fois. Et là, elle m'a engueulé. Elle m'a acheté ce pantalon-là. Okay. Du coup, je le mets. Je l'ai mis pour le podcast. Maman, tiens, regarde. Voilà, je l'ai mis. Ça y est. Mais ouais, mais moi, c'est un vrai questionnement. Mais non, pas philosophique. Il est vraiment concret. Et regarde, là, je t'ai donné un exemple concret avec ma mère. Ma mère, elle n'a pas su me répondre. Je lui dis pourquoi? Si ce pantalon est encore portable, donc ça veut dire qu'il est encore fonctionnel. Pourquoi le donner à quelqu'un d'autre? Et t'en as fait quoi? T'as obéi? Non, mais là, non, justement, elle m'a engueulé. Elle m'a emmené dans un magasin. Elle m'a acheté ce pantalon. T'as fait quoi de l'autre? Non, je l'ai toujours. Tu l'as pas donné à quelqu'un d'autre? Non, mais j'aimerais. Pourquoi? Je sais pas, j'aimerais bien le donner. Mais t'as raison. Mais je sais pas pourquoi je le fais pas. Mais parce que j'aime ce pantalon, je suis attaché à lui et je le mets. Et tu vois, et nécessaire. Je vais te dire, moi, pendant longtemps, j'ai vécu dans un studio. Et tu sais, dans le studio, il y a tout. Et quand on a déménagé avec ma copine, on a pris un 2 pièces. Ok. Et ben la première nuit, tu sais ce que je lui dis? Je lui dis pourquoi on a une autre pièce. Je lui dis j'ai l'impression que la nuit, je paye du loyer qui ne sert à rien. Tu vois, pourquoi on a besoin de... T'as déjà lu tous ces livres. Pourquoi tu donnes pas ce que t'as déjà lu? Alors, c'est très bien parce que justement, j'allais te proposer avant de partir d'en prendre un. Pour tout ça, c'était un stratagème. Pour récupérer le mec, il est venu avec... Alors, je veux récupérer le canapé. J'aime beaucoup la table basse. T'as pas su répondre à pourquoi? Maintenant, c'est à moi. Non, mais... C'est pas bête, hein. Mais d'ailleurs, tu prendras un bouquin, là. Enfin, s'il y en a un qui te plaît. Ah, bah écoute, je te dirai, je vais regarder. Mais en tout cas, pour clôturer l'idée, c'est que... pour moi, si on doit aiguiser chaque sens, en fait, si tu veux, ces sens deviendront tellement sensibles qu'on va réguler le dosage de tout ce qu'on se prend dans la gueule. Tu vois, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de bouffe, que ce soit en termes de voyage, de trucs. Moi, je pense sincèrement qu'en tout cas, je parle de nous, les êtres humains là, qui vivons en Occident, je pense qu'on est complètement... On est déréglé. Je pense, hein, je suis en train de philosopher comme ça. Je te dis, regarde, cette année, on est comme des petits bourgeois comme ça. Non, mais attends, on est complètement déréglé. Mais c'est marrant. Ça va? Qu'est-ce que tu penses, toi, de mes mesures? Ça va? Moi, j'aime bien, mais je trouve ça dommage d'arrêter le truc d'essence, là. Moi, j'avais fait l'expérience quand je m'étais fait opérer des yeux. Tu sais, tu mets des lunettes, tu peux pas ouvrir les yeux pendant 48 heures. Et en fait, du coup, pendant 48 heures, t'es privé de ça. Tu te déplaces pas pareil. Tu redécouvres un peu chez toi. Tu croyais que c'est la porte, en fait, t'es à la fenêtre. Tu croyais que t'es dans les chiottes, en fait, t'es dans la cuisine. Enfin, tu vois, j'exagère un peu, mais tu redécouvres un peu le truc. Bon, c'est pas aveugle, mais t'es privé de ce sens. Du coup, t'es beaucoup plus avec tes pensées. Et j'aime bien ce truc de le faire peut-être une fois dans une vie, tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser, là, j'avais offert à ma copine, ici, là, un carnet de souvenirs à venir. Ah ouais. Des futurs souvenirs. En mode Interstellar. Un peu. Ah ouais, c'est pas Idée mal, pour ça. des souvenirs futurs. Et il y avait un des souvenirs futurs que je lui ai proposé, c'était on parle pas pendant 48 heures. C'est pas mal. Je trouve ça assez... Ça me donne envie. Cette semaine, je vais essayer de faire 24 heures sans parler. Un truc comme ça. Une sorte de ramadan de la parole. Et c'est comme ça qu'on va Sans l'appeler. blasphémer. Ouais, c'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est quoi le... Le concept là de... Donc ça veut dire que le lundi, c'est le ramadan de tout, sauf des oreilles. Ouais. Donc ce sera le ramadan alternatif, quoi. Ouais. Oh, ce serait... Le ramadan des koufars. Oh là là. En plus, donc ça veut dire que si il n'y a pas de goût
pendant une journée, ça veut dire une journée, on mange pas. Ouais. Ah ouais. Je suis sûr que si on fait ça, ça va. On va revenir, tu vois, on va revenir vers des trucs, les besoins. Simples. Ouais. Ouais. Tu vois, parce que ce que j'aime. Moi, enfin, tu sais, pourquoi je te dis ça là, je vais me confier un peu. Si ça t'intéresse, hein, tu me dis si tu t'en bats les couilles. Bien sûr, non, vas-y. Et ça va, tes auditeurs, ils aiment ce genre de moment? J'espère. J'essaye de plus en plus de séparer ce qui est nécessaire et le plaisir. Dans le sens où, tu vois, par exemple, là, je suis avec toi pour le plaisir. Mais c'est pas nécessaire en vrai. Tu vois, ça va pas. Mais, et en fait, j'essaye de me dire que toutes les choses que je vais faire par plaisir, elles vont forcément m'apporter des choses dans ma vie, tu vois. Des choses sympas, tu vois, parce que la discussion, elle va améliorer ma créativité. Elle va... j'ai partagé avec toi, j'ai appris plein de choses. Et du coup, je me dis, si j'arrive à réguler ça, tu vois, c'est comme si... Regarde, je vais donner une métaphore d'un ordinateur. Un ordinateur, il a besoin d'énergie pour être allumé. Ouais. Et toutes les informations qui rentrent dedans, c'est selon sa capacité. En termes de carte graphique, en termes de RAM, en termes de trucs et tout. Et si t'en mets trop, ben, en fait, il plante. Et il ne fonctionne plus correctement. Et ben, du coup, donc, j'essaye de réfléchir un peu comme ça. De me dire, essayer de trouver... Donc, tout ce qui va rentrer dedans, donc il y a le courant électrique pour le truc, et tout ce qui va rentrer dedans, c'est le plaisir. Et par contre, je me dis, si demain je veux jouer à un jeu vidéo, mais j'ai pas la bonne carte graphique, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler la carte graphique. Ouais, La carte graphique, ça serait forcément les yeux, quoi. Ouais. C'est pour ça que ça veut dire que j'enlève les autres sens et je vais aiguiser les trucs. Et du coup, ça vient de là un peu cette réflexion. Hein. Et je me dis que et si j'ai pas les moyens, j'ai pas la motivation de travailler la carte graphique, il faut que j'accepte que j'ai pas à faire ce jeu vidéo. Ok. Parce que ça va juste faire ralentir le truc. Tu vois? Et il y a un truc d'accepter ce dont je suis capable. Pour moi, il faut être... Tu vois, c'est bien le plaisir. Est-ce que tu es prêt? Ce qui est bien, c'est que quand je développe un truc, bah, du coup, donc, je vais apprendre. Et du coup, donc, ça veut dire mon apprentissage, il est toujours motivé par un plaisir. Ah oui, et tous les plaisirs, j'essaye de les avoir avec le moins d'argent possible. Tu vois, par exemple, peut-être l'argent, par exemple, si c'est un plat, c'est que pour la matière première. Tu vois? Si, par exemple, c'est un voyage, je vais essayer peut-être d'aller dormir chez l'habitant, rencontrer des gens, tu vois. Parce que souvent, tu sais, des fois, je parle avec les gens, je me dis, ouais, mais il faut avoir de la patience pour aller chez l'habitant. Et ben du coup, je travaille ma patience. Et du coup, donc, j'essaye d'associer toutes mes envies à ce dont je suis capable. Et si j'ai une envie, je suis pas capable, et je travaille le truc. Travaille ta capacité. Et comme ça, ouais. Comme ça, quand j'arrive au plaisir, je suis prêt. Donc voilà, je veux être reconnu pour cette mesure. Une mesure où on est à la hauteur du plaisir. En plus, ça rime, c'est pas mal. Bon, les pouvoirs. Attends. On y prend goût, hein, on y prend goût quand même. Non. Attends, juste une dernière. Juste une dernière. Une petite. Ah, tu sais quoi aussi? Je voudrais potentiellement, mais ça c'est un peu plus galère à mettre en place, je voudrais un troisième sexe. Ok. Ouais. Et en fait, je veux qu'en termes de domination, ce soit comme pierre, feuille, ciseaux. Ok. Voilà. Donc il y aura celui-là qui domine celui-là, celui-là qui domine celui-là, celui-là qui domine celui-là. Voilà. Après, ouais, je suis... Oula, il y a des gens, j'ai dit troisième sexe, il y a ta meuf qui est arrivée. Il y a le troisième sexe qui est là. Attends, je vais voir qui c'est chelou. Elle s'est trompée. C'est un signe divin, C'est franchement. fou, frère. Préparez-vous, troisième sexe. Il faut laisser la nature l'imaginer, quoi. Ok. Et tu vois, genre en gros, si, par exemple, regarde, il y a le sexe masculin, féminin. Donc nous, si on couche avec la femme elle tombe enceinte. En gros, si la femme, elle couche avec ce troisième sexe, c'est lui qui tombe enceinte. Et si ce troisième sexe couche avec nous, c'est nous qui tombons enceinte. Waouh, frère. Les problèmes du monde sont réglés, ça y est, c'est bon. Alhamdoulilah. Merci, Reda. Merci à toi. Vas-y. Avec plaisir.